That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Si vous êtes un peu fidèle à la chaîne, vous connaissez la personne qui se trouve à ma droite ou ma gauche, je ne sais pas, on va dire ça comme ça. C'est Jérôme Desté, écrivain de cinéma, qui est venu par 3 fois. Carax, Ayrasac, et il y avait un bouquin autour de 50 éclats de cinéma. C'était autour de 50 textes sur des comédiens et des comédiens dont Deneuve, Delon, etc., etc. Voilà. Et aujourd'hui, il est là parce qu'un livre, ce livre, Les Chambres Noires de Paul Schrader, voilà, c'est édité chez Marest. Je salue passionnément Pierre Julien pour l'aide apportée à la conception de cette émission. J'espère que tu vas bien. Et Jérôme donc est là pour nous en parler. Comment vas-tu? Très bien, merci. Je suis content de te retrouver et content de vous retrouver toutes et tous. Bon, écoute, je voulais te poser une question, la première, bien évidemment, à savoir qui est Paul Schrader pour toi. Mais avant cela, j'aimerais quand même lire un extrait de ce livre, dont je précise dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous tombez sur la page dédiée au livre sur le site de Marest. Donc ça, c'est comme d'habitude. Et c'est la page 40-41, voilà. Et que je dise pas c'est assez long. Mais en même temps, ça peut peut-être donner une idée. Et puis ensuite, toi, je te laisse rebondir là-dessus. Tu parles de Mishima. Tu dis Mishima, Life in Four Chapters, c'est le film donc que réalise Schrader sur l'auteur japonais, l'écrivain japonais. Tu dis Mishima, dans lequel Schrader fait se rejoindre la création et la vie, l'œuvre et l'auteur, le personnage public et privé, l'homme et la femme, l'écrivain nationaliste et l'homosexuel, en quête de beauté, et le film miroir d'un cinéaste se projetant entièrement dans son sujet, dont il épouse le point de vue de manière organique. Il en restitue la vie de manière intime et donc spéculative, performative, plus qu'imitative. L'austérité de l'éducation japonaise de Mishima ramène Schrader à sa propre enfance, calviniste, tandis qu'il partage avec l'écrivain une vision commune de l'écriture comme révélateur de soi-même, comme moyen d'élévation et de détournement, ce que Schrader appelle une métaphore, quand Mishima, lui, parle de masque. L'attire tout autant dans l'auteur nippon ses difficultés à communiquer avec autrui, ce sentiment d'enfermement commun à tous les personnages du cinéaste, autant qu'à lui-même, sa hantise de ne pas exister au sens plein du terme, de rester prisonnier de ses obsessions même une fois couché sur le papier. Si je fais un film sur mes propres désirs de mort, mes sentiments narcissiques, mon propre homo-érotisme, mes propres attentes de la vie et ma propre inaptitude à ressentir, eh bien, il y a un homme qui a constamment établi ses problèmes identiques. Le film sur celui qui n'a eu de cesse de transformer sa vie en un acte de création s'achève sur un geste suprême de mise en scène et probablement une fois encore par effet de miroir de sublimation pour Schrader, le suicide Mishima qui, comme le cinéaste, a toujours mêlé l'art à une vie traversée par des fantasmes de sexe et d'autodestruction. C'était un peu long, mais c'était important. Donc, est-ce que ça donne une idée complexe de ce personnage qu'il est aussi, c'est-à-dire Paul Schrader, et puis surtout, peut-être, de par cet extrait-là, nous expliquer un petit peu d'où il vient, parce qu'à un moment, tu le dis, il y a le côté calviniste, il y a cette rumeur, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, comme quoi il n'aurait jamais vu de film jusqu'à un certain âge, enfin bref. C'est qui Paul Schrader? Est-ce que c'est vraiment ça par rapport à Mishima, et puis surtout, d'où il vient? Ce qui est intéressant en fait, dans l'extrait que tu viens de lire, c'est que d'abord Paul Schrader, c'est d'abord été un critique de cinéma qui a écrit énormément de critiques. D'ailleurs, le livre renvoie, pour ceux que ça intéresse, à un bon nombre de critiques qu'il a écrites dans les années 60 et 70. Et puis ensuite, il est devenu scénariste. Scénariste, il est connu surtout pour avoir été le scénariste de Taxi Driver, ce qui est un petit peu ce qui est un peu caché le réalisateur qu'il est devenu et puis important qu'il est. Et puis donc c'est en effet un enfant qui a eu une éducation calviniste très rigoriste, et qui, légende urbaine ou pas, aurait découvert le cinéma très très tard, en effet vers l'âge de 17-18 ans, et puis en ayant son grand choc, qui était les communions de Bergman, où pour lui, enfin, la religion et le cinéma
un pont était dressé entre les deux. Et puis ensuite, bien sûr, l'univers de Bresson, que ce soit Pickpocket, le journal d'un curé de campagne ou un condamné à mort s'est échappé. Ce que tu disais aussi à propos de son univers, il y a plein de mots que j'ai retenus. Univers personnel, donc il parlait de Mishima, qui est reste d'ailleurs, je crois, un de ses films préférés. L'univers de Schrader est un univers extrêmement personnel, traversé par ses propres obsessions et des motifs qui reviennent en boucle tout au long de sa carrière. Mais c'est très drôle parce que tu dis, tu parles de Mishima et tu dis que c'est un de ses films préférés, si ce n'est peut-être même son film préféré. Mais moi, ce que je relève dans le bouquin constamment, c'est que tu insistes, enfin, tu le dis, tu nous le rappelles que c'est quand même un cinéaste extrêmement exigeant avec sa propre œuvre, qui a tendance parfois à dire ça c'est raté, ça c'est mauvais, avec le recul c'est raté. Enfin, c'est pas quelqu'un qui est dans une espèce de nuance. Non, j'ai remarqué ça. Enfin, en lisant le livre, j'ai remarqué ça, l'exigence totale avec cette œuvre-là. Complètement, il se remet en cause. C'est intéressant parce que moi j'ai découvert Schrader par des films. Ça n'a pas été une passion immédiate. Je crois que comme tout le monde, j'y suis revenu à partir du moment de la sortie de First Reform, puis ensuite de Card Counter, puis maintenant de Master Gardener. Ce triptyque qui clôt en beauté, parce qu'il est en train de tourner un nouveau film, mais qui nous a fait tous redécouvrir Schrader. Enfin, je suis sûr qu'il y a des aficionados qui l'aimaient depuis le départ. Moi, je sais qu'un film comme Hardcore m'avait mis assez mal à l'aise au début, après la première vision, parce que je m'étais trompé sur son compte. Mais ce qui m'intéresse, c'est que je vois que Schrader lui-même est assez dubitatif par rapport à la morale du film ou la manière dont il l'a terminé, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas forcément cette fin. Et c'est intéressant parce qu'il fait de même avec beaucoup de ses films. Mais par contre, quand il les aime, il les aime. Et là, c'est son doigt d'honneur quand il a placé à tout le monde et aux critiques, quand il a placé à 2 années successives, je ne sais plus si c'est dans Sight and Sound ou dans quel journal, ses 2 propres films, First Reform et The Card Counter, comme étant ses films préférés de l'année. Voilà. Puis ensuite, il a été imité par d'autres. Comment selon toi, il y a un truc que tu disais, c'est que, est-ce que tu penses, par rapport à ce cinéaste-là, qui est vraiment très, très particulier, faut le dire, dans l'histoire du cinéma américain. Enfin, c'est assez particulier, Paul Schrader. Est-ce que c'est quelqu'un pour qui on peut avoir une passion évidente pour ses films? C'est-à-dire qu'on peut se dire, tiens, mais c'est normal, moi, j'ai vu Schrader, j'ai vu un de ses films, je suis tombé tout de suite amoureux, et je l'ai suivi un peu comme Carax, peut-être, ou des choses comme ça, ou peut-être Schrader, c'est vraiment très, très compliqué, le rapport qu'on peut entretenir avec son cinéma, parce qu'on est toujours un peu perturbé par lui-même, comment il entretient ce rapport au cinéma, au mot, au côté scénariste. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que la passion pour ces films ne peut ne pas être si évidente que ça? Oui, bien sûr, parce qu'en plus, ils sont tous très, très, très différents. Mais ce qui est très intéressant c'est là où vraiment, peut-être que pour la première fois, j'ai fait un livre qui était qui se rapprochait un peu de la politique des auteurs, parce que je trouve vraiment que son œuvre fait sens dans un tout. C'est-à-dire que vraiment on retrouve des obsessions et des motifs et des personnages qui sont démultipliés à l'infini. Et ce qui rend son œuvre passionnante et ce qui permet aussi une relecture exigeante et très qui apporte beaucoup de plaisir quand on voit des films, par exemple, qui ont été un peu vite catalogués, comme American Gigolo ou La Féline, alors que toutes les obsessions et les thèmes étaient déjà là. Et sont vraiment très, très intéressants à découvrir. Et pour ma part, voilà, comme je te disais, un peu mea culpa, j'ai redécouvert des films que à côté desquels j'étais un peu passé, peut-être en les ayant vus adolescents, ou peut-être en les ayant vus dans un contexte, puisque, particulièrement en France, je trouve que la critique française a toujours été très dure par rapport à Schrader. Il suffit de relire ce que Tavernier et Coursaudon disaient de lui dans leur histoire du cinéma américain, où Serge Danet avait été très, très, Oui. très, très
l'écriture aussi. Voilà, et par contre, certains, comme Assayas, l'ont toujours défendu en disant, je ne sais plus quelle était sa phrase, que c'était le plus illustre. Je t'interromps, je suis désolé, Jérôme, je l'ai noté, parce que tu l'écris dans le livre. Le plus illustre des cinéastes sous-estimés. Ah ouais, ben complètement. Je ne suis pas toujours d'accord avec Assayas, mais sur ce coup-là, chapeau. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec Assayas. C'est bizarre. Il faudra que je fasse une émission un jour sur Assayas. Je referme la parenthèse. Je le pense moyennement. Bah tiens, y a aucun. Enfin, comment on approche une filmographie comme celle de Schrader, en sachant que c'est quelqu'un qui a découvert le cinéma tardivement, c'est-à-dire à 17-18 ans, si c'est pas la légende qui veut ça. Et en plus, il commence le cinéma non pas par les. Vous savez, c'est vraiment pas la légende, puisque venant d'une famille très rigoriste où la télévision était interdite, enfin, la mère a accepté parce qu'elle avait chopé ces deux gamins en train de regarder la télévision chez un voisin catholique. Donc elle a préféré acheter un poste pour pas qu'ils aient chez le voisin catholique. Non, je pense vraiment que c'était, vu l'éducation et puis même les sévices physiques qu'il a subis pendant son enfance, je pense vraiment que le cinéma était synonyme du diable, qui existe différemment dans la religion calviniste. Et à ce moment-là, comment toi tu approches une filmographie comme ça? Comment tu travailles, comment tu la questionnes aussi, cette filmographie? Ce qui m'intéressait, c'est pour ça que j'ai choisi la matrice de la chambre, des pièces. C'est-à-dire quand pour moi, Schrader, c'est l'histoire d'un homme ou parfois d'une femme seule dans sa chambre qui porte un masque, qui est perclus d'obsession, de rancœur, avec un fort sentiment d'autodestruction et qui attend que quelque chose arrive. Et à partir du moment où il va sortir de sa chambre, il va passer par plusieurs étapes pour finir dans une pièce qui est souvent la même, qui est une prison, qui est souvent les films de Schrader, comme le film de Bresson, Pickpocket, se termine dans un parloir, dans une prison. Il va passer par plusieurs, selon moi, pièces. C'est pour ça que j'ai voulu construire le livre avec ces 9 étapes. Tout ça en cercle, avec une avancée qui sous la forme sous une forme concentrique. Voilà. Mais c'est ça aussi. Alors, parlons un peu de la. Tu sais que je suis très sensible à la cuisine interne, au style. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et j'ai trouvé, ayant lu te suivant un peu depuis quelques années, et j'ai trouvé qu'avec celui-ci, alors c'est pas du tout un reproche, c'est plutôt, pour le coup, pour moi, c'est un compliment. C'est que on a tendance à se perdre très vite dans le livre, et en même temps, quand on se pose la question de savoir où on va, il y a des petits moments comme ça qui nous rappellent, qui nous renvoient exactement à la raison qui fait que nous sommes là. J'ai trouvé par rapport, il y a une espèce comme ça de mouvement entre les films. Tu reviens sur un film, tu repars sur un autre, tu reviens. Il y a comme ça des mouvements. Et je me posais la question, est-ce que, ayant vu pas autant que toi les films de Schrader, certains j'en ai revus, mais je me posais la question, est-ce que il y avait une manière comme ça, peut-être aussi, je sais pas, d'épouser cette structure que tu veux établir avec les chambres? Ouais, complètement. Et puis j'avais ce rythme de tu vois, par exemple, dans The Card Counter, cette espèce de film comme une espèce de coulée de lave assez lente. Voilà, oui. Et puis pour la première fois, j'ai essayé aussi un peu de parler de musique. Donc il y avait tous ces rythmes qui guidaient un peu et l'écriture et la structure du livre. Ouais. Alors, on va rester sur les mots. Page 14, tu écris. Parce on connaît, tu l'as très bien dit dès le début de l'émission, on parle de Schrader, et à part les cinéphiles, dans le sens des gens qui voient beaucoup de films et qui en parlent, qui écrivent même dessus, mais on dit Paul Schrader, on pense tout de suite au scénariste et surtout à Taxi Driver. Et tu écris, page 14, tu écris, mais pour Paul, le scénario n'est qu'un schéma directeur. Selon que vous l'écrivez, là c'est lui,
qui le dit, pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, c'est différent. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à réaliser des films. J'avais écrit des ouvrages de non-fiction et je me suis dit, tu seras soit écrivain, soit cinéaste. Et toi, tu écris, il y a ce qu'on appelle un scénariste qui se situe quelque part entre les deux. Il ne met pas vos mots à l'écran, il ne les publie pas, c'est ce qu'il dit, pardon. Une fois que j'ai commencé à devenir cinéaste, l'idée d'être un auteur pour les autres ne m'a plus semblé aussi dérisoire qu'auparavant. Là, je me posais la question, mais alors son rapport au scénario, c'est un rapport peut-être un peu, enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ouais, c'est complexe et puis en plus, ça passe beaucoup par l'oralité. C'est-à-dire qu'en fait, dans la culture qu'il a reçue, d'ailleurs, on le voit bien dans la première scène de Hardcore, par exemple, autour voilà, il y a George C. Scott, personnage joué par George C. Scott, qui a sa famille, grande famille autour de lui, et il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées. Et Schrader raconte qu'il est né qu'il a été que cette culture vient surtout de l'oralité. Par exemple, pour tester les scénarios, ce qu'il raconte, c'est qu'il les raconte oralement aux gens. S'il voit qu'ils retiennent leur attention plus de, je ne sais plus, 4 minutes, et ben, il continue. Plus de 10 minutes, il continue le scénario, etc. Donc, ça passe beaucoup par l'oralité. Ce qui est intéressant, c'est que ces scénarios, ce sont de toute manière aussi une revisitation de ces anciens scénarios, c'est-à-dire voilà, le personnage, comme je le dis, le personnage par exemple joué par Richard Gere dans American Gigolo, eh ben, ça pourrait peut-être être le même quand il a 40 ans dans The Walker, ou ça pourrait être celui de Willem Dafoe dans Light Sleeper à 30 ans. C'est des dérivations, et puis surtout, il retravaille aussi l'histoire des histoires qui ont déjà été racontées. Je pense à La prisonnière du désert, je pense au Confort de Bertolucci, des histoires, des scénarios qu'il reprend et dont il fait des dérivés. Quand tu as découvert, tout comme moi d'ailleurs, quand on a découvert les 3 derniers films, c'est vrai, ça a beaucoup suscité l'intérêt même de certaines qui ne sont pas forcément très sensibles à son cinéma, voire même qui ne le connaissent pas. Et tu as commencé à travailler sur le livre, donc à voir ou revoir tous ces films. Est-ce que ces 3 derniers films, First Reformed en 2016, The Card Counter en 2021 et Master Gardener en 2023, est-ce que ces 3 films se démarquent drastiquement de ce qu'il a pu faire depuis le début des années 80, ou est-ce que par un concours de circonstances, il est encore dans la fluidité? Il est de toute façon dans la fluidité, mais il est aussi dans une sorte de sécheresse et d'épure, puisque par exemple, je trouve que ce qui a marqué tout le monde dans First Reformed, c'était qu'il arrivait d'une certaine manière à appliquer pour la première fois ce fameux style transcendantal qu'il avait défini dans un livre et qu'il appliquait à Bresson, à Ozu ou à Dreyer. Et en effet, avec ce format carré, cette épure, cette espèce de ces lumières, enfin, ce travail sur la photographie, il arrive pour la première fois aussi à sa première scène de transcendance, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Et voilà, donc là est la nouveauté. Une autre nouveauté dans Master Gardener, par exemple, pour la première fois, je crois, dans un film, il y a vraiment une fin plus couverte. C'est une fin, allez, on va dire, heureuse. Mais sinon, les mêmes thèmes sont là. Enfin, c'est juste qu'il les retravaille et que, voilà, peut-être souvent en s'essayant à d'autres styles. Ces 3-là sont une trilogie. Je ne sais pas ce que sera le prochain, cette adaptation de Russell Banks. Je ne sais pas vers quoi il va tendre. Ce sera la surprise. Tu écris page 47, exactement ça, c'est pour reprendre ce que tu disais, tu dis dans les dernières œuvres donc de Schrader, c'est en effet par le vide, le neutre par ce blanc que les chambres de plus en plus dépouillées, rangées, nettoyées continuent néanmoins à asphyxier. Le lit, la table d'écriture, les vêtements transpirent cette fois l'ordre dans des geôles qui pourraient être celles d'une prison, d'un monastère janséniste ou d'un temple japonais. Ces cellules de moines, de prêtres, de gourous épurés et laiteuses, ces antres de guerriers, de samouraïs ou de gardiens du temple sont les refuges d'âmes tout aussi perdus et solitaires que leur aïeul schraderienne. Là, la question se pose sur le rapport qu'il pourrait entretenir au monde. Moi, je me suis toujours posé la question, est-ce que le monde l'intéresse, Paul Schrader, depuis son premier film, depuis Blue Collar? Est-ce que c'est le monde ou la société, pour paraphraser Danet, par exemple?
En tout cas, à travers ces films, de Blue Collar au dernier, on traverse c'est une vraie cartographie d'un pays par tout ce qu'il a connu, que ce soit le racisme dans Blue Collar, jusqu'à je sais pas, The Card Counter, où le personnage a travaillé à Abu Ghraib. Il y a la paranoïa américaine des années 70. Non, bien sûr que c'est intéressant pour regarder un peu, parce que c'est très intéressant. Il y a le Schrader cinéaste, il y a le Schrader scénariste, mais aussi le Schrader très féru des réseaux sociaux. Et pour le suivre depuis plusieurs années, dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a un peu de politique, il est le premier à se mettre au clavier et à la suivre. C'est l'antithèse de Donald Trump, on va dire ça comme ça. C'est l'antithèse de Donald Trump, évidemment, enfin j'espère, tout en ayant parfois des positions. On passe par le meilleur, mais par le pire aussi parfois. Enfin, il est. Voilà, quand il a bien sûr remis en cause le fait que le film de Chantal Akerman ait été choisi comme le meilleur film de tous les temps par Sight and Sound, il ne s'est pas attiré que des amis. Voilà, il y a tout dans Schrader. Voilà, comme de la même manière qu'il est, comme tu le disais au début, qu'il est très dur avec ses propres films, comme parfois il est dans l'hyperbole, et c'est assez amusant à suivre. Comment, comme tu as vu tous les films, tout ça, enfin, est-ce qu'on peut parler peut-être pour le coup je te posais la question sur comment tu as écrit ton livre. Là, pour le coup, j'aimerais savoir, est-ce que on peut se poser la question d'une méthode, Paul Schrader, pas forcément sur le scénario, hein, sur la mise en scène. Est-ce qu'il y a une méthode chez lui? Je te dis, tout part du personnage, et c'est-à-dire que vraiment, c'est ça, tout le travail, donc, et du scénariste et du metteur en scène, part de ce personnage. Toute la construction en découle, tout son monde, puisque c'est un monde, comme je te le disais, qui est très personnel, qui est perclus de ses propres obsessions à lui. Et autour de ce monde, il construit un univers cinématographique. Après, on peut par exemple, c'est intéressant, parce que le premier personnage schraderien, c'est bien sûr Travis, le Travis de Bickle de Scorsese, qui est aussi dans une chambre, sauf que la chambre, voilà, est plus bordélique que chez Schrader, que ça se termine dans un bain de sang dans la chambre d'Iris, la prostituée jouée par Jodie Foster, et que la violence, par exemple, comparée à chez Scorsese, est plus mate chez Schrader, ou alors elle va même de plus en plus, au fur et à mesure de ses films, être laissée hors champ. Voilà, par rapport au sang versé chez Scorsese. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu l'impression que dans ses derniers films, Scorsese aussi mettait un petit peu le haut là sur les mots. Est-ce que les personnages quand Schrader commence à travailler, enfin, à définir et donc à dessiner un personnage, est-ce qu'il y a toujours cette idée que ce personnage a un problème avec son passé, ou alors a du mal à l'oublier? Le passé et la mémoire sont deux composantes essentielles de l'œuvre et du personnage schraderien. Donc le traumatisme du personnage et son passé, ça commence une fois de plus, ça a commencé avec Bickle, qui aurait été, est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est vrai, un marine revenu du Vietnam, ou est-ce qu'il s'est créé son propre passé? Ça vaut pour tous les personnages. Ouais. Ça vaut pour tous les personnages. Alors, je vais te lire aussi un autre extrait, c'est pages 51 et 53. Et après, je te pose la question. Enfin, après, on parle d'un truc bien précis. Tu dis, voilà, c'est au travers de personnages miroirs dont il partage les obsessions et les descentes aux enfers que Paul Schrader construit ses films, sorte d'autoportraits tels des exutoires, de confessions déléguées à ses anti-héros. Autour d'eux, le cinéaste recrée un monde personnel et claustrophobe, inspiré de sa vie, de ses cheminements ou de ses errances. Et un peu plus loin, tu écris, en parlant du personnage, il traverse
les strates de la société, du haut vers le bas, confrontée au stupre et à la pureté, homme miroir de la ville, plaque sensible sur laquelle elle impressionne sans relâche ses images dantesques. Il guide, il conduit, il livre, il accompagne avant de disparaître. Ombre en mouvement, il passe comme un souffle dans les bars, les restos, les discothèques, les appartements des clients dans les rues et devant les bouges, dans tous ces non-lieux pour Nobody, ainsi que Sunday, le policier jaloux, surnomme Julian. Ça, c'est par rapport aussi à Travis et à Taxi Driver. Moi, je me posais cette question. Si on devait, pour le coup, définir de manière assez simple un personnage schraderien, déjà, c'est un homme. C'est rarement une femme. C'est un homme, mais par exemple, il y a Patty Hearst, Oui. de rares exceptions, il y a la Féline. Voilà, ça fait deux personnages féminins. Et puis, j'ai envie de dire, la sœur de Michael J. Fox dans Electric Dreams, qui serait un espèce de Paul Schrader. Voilà, il y a le film, j'ai envie de dire, il y a le film sur le père qui est hardcore, il y a le film sur la mère qui est joué par Gina Rowlands dans Electric, dans ce film dont je parle, et puis la sœur qui pourrait être un Paul Schrader jeune. Donc il y a quand même il y a trois personnages féminins importants, sans compter ceux de Comfort of Strangers, le personnage d'Helen Mirren et de Natasha Richardson. Mais en effet, c'est souvent un homme, voilà, comme je te le disais, dans une chambre, qui porte un masque et qui attend que quelque chose arrive. Qui est porté par... c'est un cinéma qui est très existentialiste aussi. Voilà ce qui m'a intéressé, parce que j'aime toujours beaucoup aussi travailler dans les livres... Enfin, j'aime beaucoup mêler le cinéma et la littérature. C'est quelqu'un qui a été très, très marqué aussi bien par les personnages dostoïevskiens que par l'existentialisme. Donc, ce sont des personnages qui sont portés par leur pulsion. Tu as eu besoin parfois aussi, on dit souvent, enfin, quand on écrit sur un cinéaste ou une cinéaste, on voit les films, tout ça. Mais est-ce que toi, tu as eu besoin par rapport à lui d'aller voir un peu aussi dans la littérature? Là, tu parlais de ce. Est-ce que tu as eu besoin de lire un peu des extraits à droite à gauche, histoire qui t'aide à travailler? J'en ai même mis dans le livre, ouais, forcément la littérature, parce que les personnages, je ne sais pas si on regarde les personnages de Dostoïevski, du Cas des carnets du sous-sol, ou du Feu follet de Drieux La Rochelle, ou Roquentin, ce sont des personnages que Schrader cite souvent, et en effet, il y a de grands points communs avec les personnages schraderiens. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est quelqu'un qui a travaillé qui a filmé un auteur qui est Mishima, donc c'était intéressant d'aller voir du côté de Mishima. C'est quelqu'un qui a travaillé avec Bret Easton Ellis, donc c'était intéressant aussi d'aller voir Bret Easton Ellis, puisque ce qui est intéressant, c'est que Bret Easton Ellis, c'est lui-même inspiré du personnage d'American Gigolo pour son premier roman. Donc voilà, littérature et cinéma mêlés, c'est toujours ce qui m'intéresse beaucoup. J'avais fait la même chose avec Carax et Reverdy, ou avec Possession et les poèmes d'Henri Michaud, donc j'aime toujours ça. Il y a toujours ça. Comment Schrader regarde aussi non plus ses personnages, mais ses acteurs, ses actrices? Comment il les regarde? C'est intéressant, par exemple, de voir que il y a un acteur qui revient tout le temps, et c'est un acteur qu'il partage avec deux autres cinéastes, avec le cousin catholique, j'ai envie de dire, avec Scorsese, et puisqu'il a été Jésus dans La Dernière Tentation du Christ, et puis avec le cousin un peu mal aimé qui est Abel Ferrara, parce qu'Abel Ferrara, il y a des points communs entre leurs deux cinémas. Schrader a parfois eu des mots un peu durs sur Ferrara, mais c'est Willem Dafoe. Et Willem Dafoe est de quasiment pas tous les films, mais un nombre impressionnant, je crois 12 ou 13. Je ne vais pas dire de bêtises, j'ai plus le chiffre en tête. Enfin, il revient, que ce soit dans des tout petits rôles, souvent pour jouer une espèce de personnage, espèce de doppelganger un peu diabolique. Et c'est intéressant de voir que ces personnages-là reviennent. Ça me fait plaisir aussi de voir que son prochain film sera de nouveau avec Richard Gere, près de 45 ans après American Gigolo. Mais comment il procède? J'ai envie de dire que quand on regarde la filmographie des gens qui ont traversé le cinéma de Schrader, ce sont plutôt
des acteurs en marge d'Hollywood. Je sais pas, je pense à Woody Harrelson, je pense à Oscar Isaac, je pense à même à George C. Scott, qui d'une certaine manière était un peu en allant refuser son Oscar pour Patton et puis en s'autodétruisant était un peu le bad boy du cinéma hollywoodien, en sachant que tous les rôles ont failli être joués par les stars, c'est-à-dire que par exemple American Gigolo, ça a été joué par Pacino, parce que Schrader l'avait vu dans Cruising, il l'intéressait. Hardcore a failli jouer par Warren Beatty. Enfin voilà. Donc, mais c'est voilà, c'est plutôt une marge qui correspond bien, je trouve, au cinéma de celui que j'aime cité comme peut-être le dernier Maverick du cinéma américain. Ce qu'il est peut-être, ouais. Bah tiens, comment il est vu finalement par ses contemporains, Schrader? Par exemple, aujourd'hui, comment il est vu? Bah, je pense qu'il est toujours aussi mal connu. C'est très drôle de voir, par exemple, la réception assez dithyrambique de First Reform, mais qui n'est pas sorti en France. Ensuite, de The Card Counter, qui est sorti en France, et Master Gardener, qui est pourtant qui clôt la trilogie sortie cet été dans une espèce incompréhensible. Voilà, cette sortie en plein milieu de l'été. Forcément, le film n'allait pas au milieu de Barbie et d'Oppenheimer sans tirer à compte, et sorti dans une sorte d'indifférence polie, j'ai envie de dire. Aux États-Unis, pareil, c'est quand même un cinéaste gigantesque. Alors, je donne pas de crédit aux récompenses, mais il a par exemple été cité il a eu une nomination aux Oscars pour le scénario de First Reform, même pas de Taxi Driver, jamais une seule fois pour une de ses mises en scène. Donc c'est quand même, ça reste un metteur en scène en marge, et c'est très bien comme ça. C'est ce qui t'intéresse d'ailleurs. Sûrement, ouais, sûrement. Les chambres noires de Paul Schrader, c'est édité chez Marest Édition, et vous avez toutes les informations qui se trouvent dans le descriptif de cette vidéo, et le livre est écrit par Jérôme Destet qui était présent pour nous en parler. Je vais rouvrir une petite parenthèse et je la referme très vite. C'est con comme question, mais c'est pas grave. S'il y avait un film comme ça de Paul Schrader que tu conseillerais à quelqu'un ou quelqu'une qui regarde cette émission et qui n'a jamais vu Schrader, ce serait lequel? Eh ben moi, j'adore The Comfort of Strangers, qui est on parlait d'écrivain, qui est une adaptation, pas qu'une adaptation d'un roman, mais c'est un travail surtout avec Harold Pinter, et c'est un film fantastique que voilà, à côté duquel je suis complètement passé quand je l'ai vu jeune, et qui est un film passionnant à redécouvrir. Donc ça serait pour moi The Comfort of Strangers. Bon, alors c'est à noter. Les chambres noires de Paul Schrader. Vous avez tout ce qu'il faut dans le descriptif pour pouvoir vous procurer ce livre. Merci beaucoup, Jérôme, pour la 4e fois. Tu viens, ça fait plaisir. Ah bah, bon, alors moi, je reviens quand tu veux. Eh ben, 3 points de suspension, comme d'habitude. On fait comme ça. Merci à toi. Salut. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions. Just my rifle.